va passer à la troisième présentation, mais dans la continuité d'ailleurs, hein, de ce qu'on a abordé avec vous, avec les bailleurs sociaux. Avec les 3 bailleurs sociaux, tout à fait. Jean-Yves me fait signe. Les 3 bailleurs sociaux. Robert Dupin de Majoubert, s'il vous plaît, directeur du patrimoine à la CIMAR. Veuillez, s'il vous plaît, prendre place. Là, vous allez vous asseoir dans les petits fauteuils, parce qu'on est 3. Non, oui, c'est bien ça, oui. Monsieur Miguel Gaspaldi, responsable patrimoine de la SMHLM, s'il vous plaît. Et monsieur David Lavenu, directeur de la maîtrise d'ouvrage et du développement de la Société immobilière de Guadeloupe, s'il vous plaît. On va parler donc des défis techniques et financiers qui sont liés à la réalisation des travaux de confortement parasismique en site occupé. Donc on y a fait allusion à l'instant. Donc quels sont les défis en fait qui sont posés à vos organismes qui gèrent un parc immobilier nombreux, que ça soit en Guadeloupe ou en Martinique. Peut-être faire une petite présentation de vos parcs respectifs, hein, donc sur quoi vous opérez, et puis parler un petit peu finalement des relations que vous auriez avec les locataires, et puis et comment vous opérez ces travaux. Qui c'est qui veut commencer ? Oui, bonjour à tous. Donc je commence. Donc bonjour Robert Dupin de Majoubert, donc directeur du patrimoine à la CIMAR. Merci. Alors la CIMAR, nous avons un parc de 12 000 logements répartis donc sur l'ensemble du territoire, avec un tiers globalement donc de ce patrimoine qui a fait l'objet donc de travaux de confortement sismique à l'issue d'un premier diagnostic qu'on a réalisé donc en 2004. Donc c'est dire que la problématique sismique, la CIMAR s'en est saisie très rapidement. Nous avons également saisi l'opportunité sur la base donc, de 2 plans séismatiques, c'est-à-dire le plan séismatique 1 et 2, pour mettre en place justement notre politique de confortement sismique, qui s'est appuyée sur un diagnostic, comme l'a rappelé tout à l'heure donc, le président de l'architecte. Nous avons également procédé donc, à l'issue de ce diagnostic à une classification par degré de vulnérabilité, c'est-à-dire degré de vulnérabilité très fort. Ensuite, degré de vulnérabilité moyen et jusqu'à un degré faible. Suite à ça, donc, nous avons proposé à notre conseil d'administration, donc, dès les débuts des années 2010, un plan pluriannuel de confortement parasismique, donc, qui a concerné exactement 4175 logements. Nous avons évidemment commencé par ceux qui étaient les plus vulnérables. L'objectif, c'était de mettre en sécurité d'abord ces bâtiments. Ça a été d'abord le défi. Ensuite, de proposer une méthodologie. Donc, nous avons proposé justement des matériaux que nous avons fournis à la CERC, de même que nous avons fourni ces matériaux à la DEAL. Sur la méthodologie, nous avons réalisé ce qui s'appelle d'ailleurs chez nous un cahier de recommandations que nous fournissons donc à la maîtrise d'œuvre et qui sait exactement quels sont effectivement, donc, comme l'a rappelé tout à l'heure le président de l'ordre. Bien entendu, chaque bâtiment spécifique nécessite donc un diagnostic et nécessite également des modélisations et des préconisations donc de confortement sismique. Donc, il est évident que nous avons donc plusieurs défis, à savoir donc comment informer donc nos locataires. Donc, nous avons sur cette base rencontré systématiquement. Avant ces travaux-là, nous avons rencontré donc les locataires de manière effectivement donc à pouvoir en discuter avec eux. Nous avons fait donc des présentations, leur indiquer donc le bien fondé donc de la démarche, de façon effectivement donc à ce que les locataires s'approprient ces travaux qui représentent des nuisances relativement importantes, c'est-à-dire que vous avez à la fois donc des travaux qui sont en site occupé, vous avez des engins de toute nature qui interviennent tout au long du chantier, donc il faut effectivement communiquer. Nous avons sous cette base-là proposé qu'il y ait effectivement donc des locataires référents donc tout au long des chantiers, de façon effectivement à faire remonter les difficultés, les nuisances à nos représentants donc, qui suivaient ces chantiers-là. J'ai juste une petite question à ce stade. Combien de temps ça dure en moyenne ? Alors, en moyenne, en fonction des chantiers, disons que ça peut varier de 6 mois pour les plus petites opérations de 20 à 30 logements, jusqu'à 4 ans pour les opérations les plus importantes, au-delà donc de 300 logements. Donc, sur cette base-là, effectivement, donc, nous avons eu la chance, comme nous avons été les premiers à Martinique, à aller sur ce sujet-là.
nous avons capté l'ensemble des financements au titre du plan Barnier. Donc, il y avait à l'époque 5 millions qui étaient communs donc, entre la Guadeloupe et la Martinique. David, tout à l'heure, va expliquer un peu la problématique sur la Guadeloupe. Donc, nous avons capté les financements de la Guadeloupe qui n'étaient pas utilisés à l'époque et les autres bailleurs de Martinique qui n'y allaient pas. Donc, nous avons profité de cet élan. Donc, sur les 4175 logements, cela représentait effectivement un volume financier de 70 millions consacré donc, sur le plan de confortement sismique avec une mise en fonds donc, du plan Barnier de 34 millions. 10 millions que l'AFD nous avait octroyés pour les tout premiers bâtiments en 2011. Et ensuite, nous avons eu droit également donc, à un prêt de haut de bilan de 8 millions qui avait été accordé par la Caisse des dépôts, puis un sismoprêt qui était aussi un prêt de la Caisse. Et puis nous avons mis en fonds propres 17 millions effectivement donc, au titre des travaux, de ces travaux. Je rappelle, information très importante, sans augmentation de loyer, parce que s'il s'agit pour le bailleur de mettre en conformité donc évidemment son parc, par rapport donc, à l'augmentation sismique, donc sans augmentation de loyer. Donc nous avons mis 10 ans exactement pour traiter 4175 logements pour ce coût de 70 millions. Donc en fonction de la vulnérabilité, je dirais que les degrés de vulnérabilité les plus importants, on est sur des coûts PRP à peu près entre 24 000 euros et 25 000 euros par logement. Je rappelle sans l'amiante parce que je suppose que pour les autres collègues, il y a la problématique amiante. Alors, la CIMAR est un peu impactée par la problématique amiante. Donc, les coûts qui sont indiqués sont exclusivement coûts de travaux secs de confortement avec voile de confortement classique et également donc, des éléments de structure métallique avec des paliers de stabilité. Et les moins vulnérables, on est plus aux alentours donc, entre 15 et 17 000 euros par logement. Voilà un petit peu l'expérience de la CIMAR, en tout cas en ce qui concerne la problématique du confortement sismique. Merci beaucoup. Ben, parfait, c'est assez complet. Miguel Gaspaldi, peut-être. Merci, on l'applaudit. Responsable patrimoine de la SMHLM. Donc on continue. Voilà, quelqu'un va s'occuper des slides, parce qu'on revient en arrière, effectivement. Voilà, c'est mieux. Ce sera plus. Merci Sébastien. On en est où là? Mais on est où? Donc, on va parler de l'expérience de la SMHLM. On peut commencer peut-être, Miguel. Voilà. Merci. Merci. Bonjour à tout le monde. Je représente la SMHLM. Donc, je suis le responsable du patrimoine. C'est le service qui a en charge le confortement sismique au sein de la structure. La SMHLM, donc, petit frère de la CIMAR et d'Ozanam, puisque nous avons aujourd'hui 50 ans, donc avec un patrimoine beaucoup plus récent et beaucoup moins impacté que nos confrères. Donc, comme la CIMAR, nous avons lancé un diagnostic sur notre parc avant 98. En 2007, sauf erreur de ma part, c'était juste après le séisme de la Guadeloupe qui avait impacté la Guadeloupe. Avant de mettre ce diagnostic permettait de classer le patrimoine, en tout cas concerné par cette étude, en niveau de vulnérabilité. Donc il y avait le fort impact, impact moyen et impact faible. À l'issue de ce diagnostic, 13 résidences ont été retenues pour... Donc, la présentation de la SMHLM, je pense que vous... Voilà. Alors, 13 résidences ont été retenues pour 1370 logements. Le plan a été instruit sur la deuxième phase du plan sismique, donc sur les années 2017, excusez-moi. La CIMAR ayant impacté l'ensemble des financements sur le premier plan, nous avons commencé juste après sur le deuxième. C'est pas bien ça. Hein. Ils ont pris tout l'argent, quoi. Voilà. Alors, le financement de ces opérations, parce que c'est le nerf de la guerre, sachant, comme l'a dit Robert, qu'il n'y a aucun impact sur les loyers. Donc tout est financé soit par la LBU et le fonds Barnier, pour à peu près 50%. Ensuite, nous avons fait appel au FEDER, pour à peu près entre 20 et 30%.
Et le reste du financement, c'est du fonds propre. Alors vous connaissez les difficultés qu'ont les bailleurs sociaux pour financer les choses, sachant qu'il y a d'autres travaux à côté, parce qu'il ne s'agit pas que de faire du confortement sismique, mais il y a d'autres prestations. Entre autres, suite au séisme, au cyclone de 2007, il a été important de travailler aussi sur les toitures de nos bâtiments. Voilà, donc ce plan se déroule actuellement. Aujourd'hui, nous sommes en financement à un peu plus de 50% des opérations et se dérouleront jusqu'à 2027 comme prévu. Une part très importante de ces opérations, alors je laisserai aux professionnels, les bureaux d'études à expliquer comment se font le confortement. Nous, on s'occupe de nos locataires et on engage ces opérations. Alors, la part très importante, c'est la relation avec nos locataires. Bien entendu, il y a une présentation qui est faite sur le site aux locataires. Il faut les rassurer parce qu'ils ne sont pas forcément conscients du risque sismique. Ils sont plutôt attachés à leurs petits problèmes intérieurs. Donc, nous avons une pédagogie à ce niveau. Nous expliquons que ces chantiers auront un impact sur leur vie de tous les jours parce qu'il y a du bruit, de la poussière, parfois des changements d'accès. Voilà, donc c'est pas quelque chose de simple. Autre chose sur lequel j'aimerais insister, c'est sur les délais de préparation. Entre le moment où on décide d'aller sur un confortement sismique et le moment où on lance les travaux. Souvent, il se passe beaucoup plus d'1 an. On n'a pas de travaux, d'études, d'architectes, de bureaux d'études. Il faut définir le niveau auquel on veut conforter, puisque le confortement sismique n'est pas une mise aux normes. C'est un acte volontaire du maître d'ouvrage et on s'approche des normes. Que puis-je dire d'autre que Robert n'a pas détaillé ? Généralement, les locataires, comme ils sont peut-être conscients effectivement des nuisances, oui. Est-ce que ça se passe plutôt bien ? Alors, ils acceptent très bien. Les quelques expériences que nous avons, puisque nous n'avons pas l'historique de la CIMAR, pour l'instant, les 3 opérations et 4 opérations que nous menons se passent correctement. Alors, ça veut dire une présence du maître d'ouvrage sur le site, parce qu'il y a beaucoup d'imprévus, des réseaux, des coupures de canalisation, entre autres. Ça veut dire une présence quasiment journalière d'un représentant de la SMHLM avec les représentants des locataires. Vous avez fini, Miguel ? Oui. Mais je vous propose qu'on lui souhaite un joyeux anniversaire à Miguel. C'est son anniversaire. On va faire ça, voilà. On va mettre un petit peu d'ambiance dans cette matinée technique. Joyeux anniversaire, Miguel. Merci beaucoup, je suis touché. C'est un exercice pour un anniversaire qui n'est pas simple. Voilà, on peut être sérieux sans trop se prendre au sérieux. Un peu, voilà, un petit sourire. Donc je vais donner la parole à David Lavenu, directeur de la maîtrise d'ouvrage et du développement de la Société immobilière de Guadeloupe. Même chose, David, s'il vous plaît. On va faire un point sur... Alors, bonjour à tous. Je vais essayer d'arriver sur la bonne slide. Je suis fier d'être avec vous aujourd'hui, parce que je représente l'un des 4 bailleurs de la Guadeloupe. Donc, j'ai fait une petite présentation rapide de la SIG pour ceux qui ne connaissent pas, puisque je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse la Société immobilière de la Guadeloupe. Donc, on a 70 ans d'existence. On est vraiment attaché à développer l'amélioration de nos logements en Guadeloupe, un enjeu ayant besoin de logements salubres et imminents sur le territoire. On est le premier bailleur et on a environ 17 000 logements locatifs sociaux en accession, en intermédiaire et des locaux commerciaux. Voilà, on a à peu près un chiffre d'affaires de 115 millions d'euros, 94 millions de loyers. On a la moitié à peu près du parc qui est sur l'agglomération de Cap Excellence qui regroupe les communes des Abîmes, Mao et Pointe-à-Pitre, environ 180 collaborateurs, et on gère pour le compte de la ville de Pointe-à-Pitre 1800 logements. Voilà, donc là c'est les dépenses qu'on investit sur le parc tous les ans, donc à peu près 20 millions d'investissements et 80 millions de dépenses d'investissement sur les réhab, le sismique, les changements de composants
les démolitions et les résidentialisations. Voilà, donc comme mes confrères sur le sismique pour la SIG, on a eu pareil deux grandes étapes, une grande étude plutôt de diagnostic visuel sur l'état de notre parc pour tous ceux construits avant la norme du PS 92, donc à peu près 150 résidences concernées, qui représentaient, alors sur les 150 résidences impactées, on en a ressorti 137, ce qui fait à peu près 10 664 logements pour à peu près 41 000 personnes habitants, et il y a des calculs malheureux qui disent, en cas de séisme, le potentiel de mort. Il en restait à la fin 80 à conforter, soit 5 934 logements. 9 à démolir ou à faire des confortements trop lourds avec un bilan qui ne permet pas économique entre le neuf et le confortement, donc on a décidé de les mettre en démolition. Donc la mise en place des 3 plans séismes depuis 2009. Donc depuis 2009, on a déjà conforté 32 résidences. On en a encore 6 en cours de travaux. Et on a 23 résidences qui sont en cours d'études pour 2243 logements pour une fin de travaux 2025. Donc les financements, c'est un peu comme pour ici, 70% l'État via la LBU, le fonds Barnier, 30% la SIG en fonds propres et Action Logement depuis 2020 sur le PIV sur certaines des résidences. Alors je vous ai mis des exemples de confortement et c'était... Alors il manque une slide dans la présentation, mais je vais vous l'expliquer après. Donc là c'est l'exemple d'une résidence au Barbanines au Moule, la résidence Le Barbanines au Moule, 261 logements, construction en 1991. Donc vous voyez les fréquences de balancement du bâtiment en cas de séisme. Et je voulais vous présenter qu'on a eu 2 bureaux d'études qui ont fait des études sur ces bâtiments avec 2 choix de modes constructifs et de choix architecturaux complètement différents. Alors comme il manque la slide numéro 2, on ne va pas voir pourquoi la différence entre les deux. Donc là, il y a un premier bureau d'études qui avait pris l'option de casser la cage d'escalier au centre et de refaire une nouvelle cage d'escalier. Et un autre bureau d'études, lui, a préféré venir agrandir les loggias, donc en créant 1 ou 2 mètres carrés de plus par loggia, avec des voiles verticaux permettant de conforter. Et c'est l'option qui a été choisie, donc on ne la voit pas parce qu'il manque la slide, mais ça a permis 2 choses. La première, de répondre au confortement, et la deuxième, de donner un confort supplémentaire aux locataires avec 2 mètres carrés de loggia supplémentaires. Pour la SIG, l'ensemble des confortements sismiques, du renforcement parasismique de toutes nos résidences qu'on entreprend sont systématiquement accordés à des travaux de réhabilitation. Alors, on a aussi des techniques qui sont peut-être moins utilisées en Martinique, du fait que nous, on a une architecture qui est complètement différente des bâtiments de Martinique. Moins collectif, on va dire, moins haut et plus étalé. Et on utilise souvent ce que vous voyez là, c'est le renforcement par fibre de carbone, un procédé de chez Fraissinet. Et là, vous voyez les travaux qui sont... On vient, on va dire, strier le béton pour aller jusqu'à la première couche d'acier de l'époque. On vient renforcer par de la fibre horizontale. En vérité, ça remplace le manque d'acier qu'il y avait à l'époque. Alors, le résultat, c'est que, vous voyez, la petite photo en bas, avant, pendant et à la fin, c'est que, le bâtiment, là, il n'y a aucun impact architectural. On reste vraiment dans le même aspect qu'à son origine. Des impacts plus limités pour les locataires. Voilà. Est-ce que là, sur ce bâtiment, il n'y a que les rez-de-chaussée qui ont ce renforcement par fibre de carbone. Par contre, dans le cas, alors celui-là, il n'y avait pas ce cas, mais dans le cas de l'amiante, c'est problématique quand on a de l'amiante en façade. Voilà. Bon, voilà, donc nous, notre bilan, c'est vraiment protéger la vie de nos occupants et sécuriser le parc.
d'embarquer systématiquement des travaux de ravalement, de menuiserie extérieure, d'étanchéité, de toiture, améliorer le cadre de vie des habitants, en profiter, donner une seconde jeunesse aux résidences et accroître le niveau de sécurité des occupants. Alors, vous voyez à droite, c'est les flyers qu'on distribue à nos locataires tous les mois sur l'avancée des travaux. Et on a également mis en place un système pour les entreprises, pour suivre les travaux avec les locataires, d'un équivalent d'Octolib, mais rattaché à la construction, où on propose des rendez-vous aux gens et les gens valident leur créneau, ce qui permet d'avoir des relations avec les locataires plus simples que de venir frapper à la porte pour venir faire les travaux. Voilà ce que je peux vous dire pour la SIG. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va ouvrir merci beaucoup, messieurs. Vous restez là, on va ouvrir une petite session de questions-réponses avec la salle. Est-ce que vous avez des questions après nos 3 présentations? Monsieur, au fond, est-ce que quelqu'un va apporter un micro ou... Voilà, dois-je me déplacer? Je me déplace. Ah, c'est bon? Ben, je me déplace. Monsieur, vous posez une question. Bonjour. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Monsieur Deris, directeur de la société Anco, du contrôle technique. Bon, 2 choses dont je voulais parler. La première, c'est que on parle du plan séisme. J'espère que l'année prochaine, on ne parlera plus de plan séisme, mais de plan risque, parce que le risque que la Martinique subisse un gros cyclone est bien plus important que le risque qu'il subisse un gros tremblement de terre. Donc je pense qu'il faut absolument que les mentalités évoluent et qu'on comprenne qu'il faut à la fois traiter le cyclone et le séisme. Alors j'ai bien compris qu'on parle du séisme, mais je pense que c'est très important. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que pour avoir participé à du contreventement de bâtiments, à plusieurs reprises, on m'a dit on ne parle pas du cyclone. C'est-à-dire qu'on a conforté en Martinique des bâtiments divers et variés. Je vais pas rentrer dans le détail pour dire qui a fait quoi, mais toujours est-il qu'on a été amené à faire du contreventement parasismique sans se préoccuper du contreventement paracyclonique. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire concerne le diagnostic. On n'a pas arrêté de parler du diagnostic ce matin, très intéressant, sauf que les diagnostics sont à géométrie variable. Chacun fait son diagnostic. On a parlé notamment des diagnostics, on a employé ce terme diagnostic pour les écoles. En fait, c'est une étude de vulnérabilité où les gens parfois sont restés 15 minutes devant l'école pour sortir un rapport. Donc il faut que ce genre de choses-là n'existe plus. Et il faut qu'on fasse de véritables diagnostics. Et je pense qu'il y a suffisamment de bureaux d'études compétents en Martinique pour pouvoir le faire. Et je pense qu'il faut leur donner le moyen de faire de véritables diagnostics. Mais ces véritables diagnostics, je pense qu'il faut aussi qu'on mette en place une procédure de diagnostic. Parce qu'il y a des gens qui font des diagnostics sérieux, où effectivement il y a des gens qui viennent, qui regardent les fondations, qui tapent dans les dalles, qui tapent dans les poteaux, dans les voiles, etc., pour voir de quoi il s'agit. Et derrière, il y a une véritable étude parasismique qui est faite avec des logiciels, etc. Et puis aussi, je vois arriver des études. Alors, moi, en tant que contrôleur technique, je suis un peu celui qui est un entonnoir sur lequel tout arrive. Et je vois arriver des études où il n'y a eu aucun calcul qui a été fait. On me donne des trucs sur des feuilles enfin des petits schémas où on a rajouté, on a essayé de sortir des contraintes, des choses comme ça, et qui ne sont pas sérieuses du tout. Hein. Donc en fait, le diagnostic, qui est quand même la chose la plus importante quand vous regardez un bâtiment, il faut qu'il soit fait sérieusement. J'ajouterais que dans, par exemple, les études de vulnérabilité, et comme j'y ai participé au sein de la FPS, donc je sais de quoi je parle, et aller à la FPS, j'étais déjà pas d'accord sur le document qui avait été envoyé en Martinique parce qu'on n'étudie pas
les problèmes qui sont autour du bâtiment, c'est-à-dire si jamais il y a un risque de glissement de terrain généralisé, il va pas apparaître dans le diagnostic, ce qui est quand même incroyable. Donc je pense que c'est extrêmement important que ce diagnostic il soit bien cadré. Voilà. Je crois que j'étais trop long, mais c'est pas grave. Non, merci. Merci bien. Plan risque, Monsieur Morin, peut-être une question. Alors peut-être votre ressenti. Plan risque plutôt que plan séisme, c'était la question posée par Monsieur Derys. Non. Et puis la nécessité d'ouvrir un peu le diagnostic, de le faire plus sérieusement et d'ouvrir un peu. Je pense que Didier Derys c'est un peu adressé plus largement à certains maîtres d'ouvrage, mais je crois qu'en ce qui concerne en tout cas la CIMAR, nous avons défini donc sur la base justement de la grille AFPS le principe donc d'un pré-diagnostic qui ensuite donne lieu à un vrai diagnostic et dans lequel effectivement ce diagnostic, on va faire des essais structurels sur le béton pour connaître sa résistance du béton qui est en place. On va faire des essais également de reconnaissance des fondations existantes, etc. Donc il y a tout un panel, je le disais tout à l'heure, que nous avons écrit une procédure que nous avons laissé donc à l'attention de la DEAL, que nous avons laissé à l'attention de la CERC, pour justement donner les orientations sur le diagnostic, donner également les recommandations sur la résistance que nous demandons dans le cadre de l'Eurocode 8. Donc nous avons tout ça, nous avons écrit tout ça. Donc ce guide, effectivement, il est à disposition de tout un chacun, donc qui cadre justement la mission de diagnostic avec une modélisation justement en résultat final et qui va justement permettre aux maîtres d'ouvrage de prendre des orientations et des recommandations dans le cadre du comportement sismique. Alors moi, je ne sais pas à quel maître d'ouvrage Didier s'adressait. En tout cas, en ce qui concerne le logement social, je pense que je parle sous le contrôle de mes collègues, mais nous avons la même méthodologie. D'ailleurs, je précise et je tiens à le dire, nous avons partagé par exemple ces modes de faire et ces retours d'expérience par exemple avec la SIG, qui appartient au même groupe que la CIMAR, c'est-à-dire CDC Habitat. Et nous avons partagé également ces retours d'expérience avec également nos deux autres collègues de Martinique, donc la SMHLM et Ozanam. Et je rappelle du reste que s'il y a un secteur qui est le plus contrôlé, et ça je tiens à le dire, c'est le secteur du logement social qui est soumis systématiquement à l'appel donc d'une maîtrise d'œuvre composée d'un bureau d'études, d'un architecte, d'un gérotechnicien qui va aller faire les essais structurels ainsi que donc les recherches de fondations existantes. Nous avons également donc dans ces équipes-là des SPS, des bureaux de contrôle. Donc je crois que s'il y a effectivement un secteur qui est le plus normaté que possible, c'est bien celui du logement social. Merci beaucoup. Je veux rebondir quand même avant. Attendez, je veux, s'il vous plaît, j'ai une question à poser à Monsieur Déal avant que vous partiez. Donc, pour rebondir sur la remarque de Monsieur Derys, en fait, il dit qu'il espère qu'on va substituer un plan risque à un plan sismique, enfin un plan séisme, pardon. Non, un plan séisme. Un risque séisme, bien sûr. Oui, voilà, on veut substituer, il espère qu'on substituera un plan risque au plan séisme. C'est pas ce que j'ai dit ? Si, c'est bien ce que j'ai dit, messieurs, un plan risque. Et je lis ça à ce qui a été dit tout à l'heure. Quand vous parliez d'intégration précisément, je crois que c'est Laure Fossorier qui en a parlé, c'est-à-dire cette vision un peu intégrée du risque cyclonique et du risque sismique. Donc, monsieur Le Déal, à quand peut-être un plan risque, je répète, plutôt qu'un plan séisme qui intègre finalement. Est-ce qu'on peut y penser dans cette logique d'intégration qui est voulue apparemment ? D'accord. Je pense que Grégory Lefebvre pourra compléter ou Laure pour la DEAL. Ce que je peux dire, c'est que le plan séisme anti, il y a eu le 1, il y a le 2, il y a le 3. On n'arrête pas le train qui avance. Donc, je pense que c'était important parce qu'il y a le côté technique, mais on voit aussi qu'il y a le côté gouvernance, il y a le côté financier. Donc, on a poursuivi sur la ligne. Maintenant, les autres risques, ils sont bien là. Et il y a des travaux qui sont menés sur le risque cyclonique, sur le risque inondation. On a un gros zoom aussi en ce moment sur le risque, si tant est qu'on l'appelle risque d'érosion du trait de côte et aussi de submersion marine, tous les risques littoraux. Donc on a une révision actuellement de l'ensemble des PPR qui est à l'œuvre. On a évidemment des
ces programmes qui sont dédiés, par exemple pour le risque inondation, avec les PAPI. Alors donc, il faudrait préciser ce qu'on pourrait attendre comme document programmatique d'ensemble. Est-ce qu'il faut un document programmatique d'ensemble pour tous les risques ou essayer de les prendre les uns après les autres? Je pense qu'on a même d'autres risques naturels avec les sargasses qui nous arrivent, donc qui supposent éventuellement d'autres outils adaptés. Mais bon, je sais pas, à ce niveau-là, c'est ce que je peux dire. Les autres risques, c'est pas parce qu'on met le zoom aujourd'hui sur le sismique qu'il faut dire, n'oublions pas le cyclonique, l'inondation, etc. Tu veux dire quelque chose de plus ou là? Merci. Oui, juste rappeler, mais tu l'avais dit dans ton... Pardon? Oui, non, c'est bon. Oui, juste rappeler que la réflexion est effectivement sur la table de traiter le risque sismique en parallèle du risque cyclonique. L'un va avec l'autre et peut-être qu'on l'a un petit peu oublié, ou peut-être que le plan séisme anti a trop bien marché au détriment du risque cyclonique. Et dans le cadre des travaux de la CERC actuellement menés, il y a bien un guide de construction, tu le disais tout à l'heure, de construction parasismique en zone cyclonique. Et l'idée est bien de remettre le paracyclonique au milieu de la réflexion, parce que l'un ne va pas sans l'autre, évidemment. Je voulais préciser que vous étiez donc Grégory Lefebvre, chef du service bâtiment durable et aménagement à la DEAL. Oui, pour compléter, c'est vrai que cette problématique de reconstruire ou de conforter des bâtiments par rapport au risque sismique, si on construit un endroit où il y a un mouvement de terrain et que finalement il y a derrière le bâtiment, il va être vulnérable à ce mouvement de terrain, c'est vrai que c'est une problématique. On avait déjà discuté avec la CERC et effectivement il faut l'intégrer. Et pour ça, il y a des connaissances dont Jean-Michel Morin parlait liées au plan de prévention des risques naturels. Le fait est que le plan séisme anti, il permet aussi de focaliser sur le séisme aux Antilles et des financements qui vont avec. C'est vraiment des financements qui sont spécifiques. Le fonds Barnier, finalement, il peut financer un certain nombre d'autres mesures, mais il faut savoir que sur le plan séisme anti, il y a quand même des taux très importants. Et c'est pour ça qu'il est focalisé sur le séisme. Mais il ne faut pas oublier, effectivement, au moment où on construit, tous les autres risques qui sont autour, et notamment, l'exemple que j'ai en tête, on est en train de le faire sur l'école de Font-Saint-Denis, où on soupçonnait qu'il puisse y avoir des mouvements de terrain sur cette école. La commune de Font-Saint-Denis est malheureusement touchée beaucoup par ces mouvements de terrain, et on ne voulait pas conforter l'école tant qu'on n'était pas sûr qu'il n'y ait pas des dangers de mouvements de terrain. Donc, ces études sur le mouvement de terrain, elles ont été intégrées comme études nécessaires pour la reconstruction ou le confortement de l'établissement scolaire, financées au titre du plan séisme anti, parce que nécessaire dans le projet global de l'école. Donc, Ok, merci beaucoup. J'ai une question juste. Quand vous faites les travaux, messieurs les bailleurs sociaux, il y a aussi la question de l'amiante. Est-ce que vous la prenez en compte? Est-ce que ça impacte en durée, en coût, et éventuellement même en financement, vos travaux et vos plannings? Alors oui, ça impacte. Pour ce qui est de la CIMAR, je le disais tout à l'heure, notre parquet peut impacter les quelques opérations sur lesquelles nous avons trouvé effectivement donc, de l'amiante, notamment en façade au niveau des enduits. Oui, ça nécessite effectivement des interventions, que les entreprises soient agréées sous section 4 au niveau donc, de l'amiante, qu'il y ait des zones qui soient effectivement protégées avec des bâches, etc., qu'il y ait également une façon de travailler au niveau des percements, qu'on puisse aspirer effectivement donc, les matériaux qui contiennent de l'amiante et qu'on puisse les évacuer, puisqu'il y a ce qui s'appelle des bordereaux de déchets qu'il faut suivre jusqu'à leur acheminement donc, à destination finale. Oui, ça impacte à la fois sur le coût, parce qu'on n'a que 2 entreprises à ce jour qui sont amiantées, je ne parle pas sous section 3 et sous section 4, mais sous le désamiantage lui-même. Sur les 2 territoires, Guadeloupe et Martinique. Donc, peu d'absence de concurrence, donc ça entraîne de facto une augmentation des coûts. Et donc, bien entendu, alors moi, je sais pas, je pense, alors David est peut-être plus concerné sur la Guadeloupe par la problématique amiante qui est beaucoup plus prégnante sur le territoire. Mais en tout cas, je disais tout à l'heure que les prix que nous avons indiqués ne tiennent pas compte de l'amiante parce que nous, on est très peu impactés. Mais je pense que David, sur ce sujet-là, peut en témoigner davantage. Oui, donc effectivement, on est beaucoup plus impacté par l'amiante du fait qu'il y avait une usine d'enduit à Basse-Terre
qui faisait de l'enduit amianté. Donc on a énormément de bâtiments avec sol, mur, plafond enduit d'amiante. Donc dans ces cas-là, on a deux solutions. Soit ce que disait Robert, c'est de encapsuler le bâtiment, de désamianter, même en milieu occupé, ce qu'on a fait sur une de nos résidences, ce qui impacte fortement les locataires, même si tout est protégé, mais c'est pas rassurant. Donc ça, c'est la dernière fois qu'on l'a fait, mais on ne le refera plus nous. Et la deuxième technique, c'est de trouver un confortement le moins impactant possible et essayant de toucher au minimum l'amiante. Donc c'est du cas par cas, voilà, en fonction du bâtiment, en fonction de ce qu'il y a. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Attends, monsieur. Oui. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je suis Emmanuel Marilus. Ma question pour rejoindre l'idée de M. Diris, c'est de dire est-ce que nous avons pensé dans les risques aux retombées de centres volcaniques. Ça semble ne pas trop nous intéresser, mais nous avons bien vu comment les choses se sont passées à Saint-Vincent. Les retombées de centres volcaniques. Mais là, on parle de sismicité, il me semble. C'est aussi un risque. Oui, d'accord. Ok, très bien. Merci. Oui. Oui, je voulais profiter de l'occasion de l'ouverture du débat par Didier Déris et les réponses de l'ADEAL pour signaler que la CERC essaye aussi de faire prendre, à travers ses premières démarches de bâti solide, en compte le site proche du bâtiment. Parce qu'on a trop souvent ciblé les normes sur le bâti tout court, comme si on l'isolait artificiellement du reste. Or, il y a ici toujours un effet de stabilité dans le versant, et il faut les étudier dans le cadre du séisme et du cyclone, bien sûr, comme le disait Didier. Et il faut aussi regarder donc la stabilité des soutènements en tant que tels, leur qualité de fonctionnement dans le temps et la qualité du drainage. Il faut regarder tous ces réseaux, parce que les réseaux impactent aussi, et il faut les traiter de manière parasismique, parce que souvent, en cas de séisme, on s'aperçoit que les bâtiments se trouvent, inutilisables du fait que les réseaux ne fonctionnent plus, au-delà des dégâts propres du bâtiment. Donc je signale qu'on élargit le débat, et quand Laure Fossorier dit que le PSA et les fonds Barnier pourront élargir les choses, c'est effectivement une occasion qu'on voudrait saisir, faire de la géotechnique un peu plus sérieuse sur l'insertion des bâtiments dans le site avec des stabilités de versants bien calculées. Ok, merci. D'autres remarques ou d'autres questions dans la salle pour nos intervenants de cette présentation, les bailleurs sociaux, s'il vous plaît. Question plus générale. Je suis José Crespin, économiste à la construction et aussi président de syndic d'une grosse copropriété. Je rejoins les propos de M. Déris, cette connaissance, mais je vais ajouter une chose aussi qui est très importante. On parle du risque sismique, mais associé au risque sismique, on a aussi le risque de submersion. Sachant qu'on a une faille Caraïbe qui est juste au nord. On a une faille Caraïbe qui est juste au nord de la Martinique. Donc moi, je rejoins un peu son développement, parce qu'on ne peut pas parler de problèmes sismiques sans parler de risques de façon générale. D'autre part, j'aimerais savoir, question à CERC, concernant les bailleurs privés, habitant dans des logements parfois anciens, qui sont nombreux. Par exemple, je prends le cas de ma copropriété, il y a 140 logements, et j'ai un gros souci. À chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, j'ai un gros souci parce qu'il n'y a pas eu de respect en fait du joint parasismique, et certains bâtiments s'entrechoquent. Bon, la forme du bâtiment lui-même, il est résilient, mais le problème c'est que ça va nous tomber dessus. Et puis autre chose. C'est quoi la question là du coup? Alors, juste, est-ce qu'il y a quel moyen pour les bailleurs privés déjà? Et puis d'autre part, y a-t-il une possibilité de bien harmoniser ce domaine, parce qu'en fait, on se rend compte que dans la profession, comme il l'a dit, M. Déris,
Ça y va de toutes les conclusions possibles et imaginables. Moi qui suis expert aussi immobilier, je me rends compte qu'il y a des gens qui se permettent de chiffrer un terrain qui se trouve en zone BPPR rouge. Et on se rend compte que, comme ça s'est passé à Sainte-Marie, et j'ai eu le temps de faire un colloque sur répondre à des questions sur Martinique Première, on se rend compte que ces personnes se retrouvent en difficulté avec un terrain qui ne vaut rien. Donc moi je pense que la pression foncière y est pour beaucoup, mais il faut trouver la façon d'harmoniser les choses parce qu'on ne va pas pouvoir avancer convenablement. Merci. Enfin, il y a vraiment du pain sur la planche pour la CERC, là. On voit qui c'est qui veut répondre. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec... Enfin, qu'est-ce qui est prévu pour les bailleurs privés, le financement, l'harmonisation quelqu'un veut répondre? Oui, Laurent Fossorier, à qui je donne mon micro, ou bien... Oui. Alors, tout à l'heure, effectivement, je parlais d'une ouverture du financement fonds Barnier pour le bâti, pour l'habitat privé, également les professionnels de moins de 20 salariés. Donc, c'est une ouverture de financement. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait eu un diagnostic, des études qui soient faites par les collectivités territoriales. Donc là, on finance la collectivité territoriale à 50% de ces études, des études qu'elles mèneront. Selon le diagnostic qui est fait, si donc dans ce diagnostic, les conclusions disent que tel bâti peut faire l'objet de travaux, il y a un financement qui peut aller jusqu'à 80% par le fonds Barnier. Alors je vais vous dire exactement, parce que c'est 80% du bien à usage d'habitation mixte, plafonné à 80% des 50% de la valeur vénale du bien, et sans dépasser 36 000 € par bien. En tout cas, des biens d'habitation. Par bien ou par logement? Je relais les questions. Par bien ou par logement? Si c'est une copro? J'ai pas la réponse, je vais me renseigner. Attends. Par bien. Ça veut dire quoi que le diagnostic est fait par la collectivité? Voilà, ça veut dire qu'il faut que la collectivité soit maître d'ouvrage du diagnostic. Si la collectivité lance pas de diagnostic, en fait, c'est pour pousser la collectivité à faire des diagnostics sur des grosses échelles, quoi. Voilà. Donc effectivement, s'il n'y a pas de diagnostic de la collectivité. Et alors, pour les biens usage de professionnels, je ne sais pas si ça intéresse, mais ce n'est pas les mêmes taux. Je ne sais pas si je dois développer. Je pense qu'il y aura la pause tout à l'heure. Et il y aura aussi, après la réunion, je pense que vous irez voir Laure. Et puis il y a des choses qui vont remonter à la CERC. Et il y a aussi la CTM. Je connais moins le dispositif, mais il y a un appui pour le privé. Oui, je vais donner la parole à Jean-Louis. Paul-Louis. Non, mais c'est juste une phrase. Il faut savoir que les EPCI, puisqu'elles collaborent avec nous à la CERC, nous ont signalé qu'elles travaillaient les copropriétés. Dans chaque EPCI, il y a un service qui collecte ça. Donc, allez les voir, qu'elles retransmettent et on passera on essaiera de formaliser avec l'ADA. Puis l'aide CTM, c'est aide qualité, pardon. L'aide, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette aide, Grégory, peut-être. L'aide territoriale à la construction. Donc CTM et région. C'est pour le neuf, ça. C'est uniquement pour le neuf. Alors, pour le effectivement, neuf. Moi, je parlais... Bon, est-ce que... Voilà. Moi, justement, c'est pas pour le neuf. Je propose qu'on fasse un petit point sur ça, et peut-être qu'après, à la toute fin, comme on a un autre échange avec la salle, on va faire un petit point conclusif pour répondre précisément.